Bien le bonjour, bien le bonsoir à chacun de vous et bienvenue dans le cadre de ce cours qui est le droit des organisations internationales. Je suis Widner Teano, magistrat de formation, professeur d'université, formateur à l'école de la magistrature. Je suis là pour vous assurer ce cours de droit des organisations internationales. Comment sera organisé le cours? Il sera organisé en modules et nous aurons à voir 5 modules. Le premier module traitera des fondements et principes généraux des organisations internationales. Dans le deuxième, nous verrons la création et la structure juridique des organisations internationales. Le troisième module portera sur la personnalité juridique et les compétences des organisations internationales. Le module 4 traitera de la responsabilité et le contentieux des organisations internationales. Et enfin, le module 5 traitera des enjeux actuels et à venir des organisations internationales. Sans plus tarder, commençons avec le premier module qui fera l'objet de notre intervention aujourd'hui. Comprenez que nous ne pourrons pas voir l'ensemble des modules en une fois parce que ce serait trop volumineux. C'est pourquoi nous allons voir le premier module aujourd'hui qui probablement sera divisé en 2 ou 3 chapitres. Quel est l'objectif premier des fondements et principes généraux des organisations internationales? Ce que nous aurons à voir, l'objectif de ce chapitre, en tout premier lieu, c'est de comprendre la nature, l'origine et les principes fondamentaux des organisations internationales. Et dans ce module, nous aurons à voir 1. La définition et les caractéristiques des organisations internationales. 2. L'origine et évolution des organisations internationales. 3. Principes fondamentaux des organisations internationales. Et en point 4, nous verrons la typologie des organisations internationales. Maintenant, pour le point 1, pour le premier chapitre, nous allons parler de la définition et des caractéristiques des organisations internationales. Comme pour toute matière, la première chose à faire, c'est de définir la matière. Mais il faut dire en réalité que il n'existe aucun texte international qui traite ou encore qui donne une définition de la notion des organisations internationales. À part d'une définition qui a été proposée par la Commission du droit international de l'ONU, qui eut à définir une organisation internationale comme étant une association d'États constituée par un traité doté d'une constitution, d'organes communs et possédant une personnalité juridique relevant du droit international public. Donc, si on se réfère en raison des textes proposés sur le plan international, c'est cette seule référence qu'on a pour déterminer la définition de la notion d'organisation internationale. C'est cette définition qui a été proposée par la Commission du droit international de l'ONU. Mais
Étant donné que le droit positif a plusieurs sources et que l'une de ces sources est la doctrine, donc nous allons nous référer à la doctrine pour trouver la première définition de la notion d'organisation internationale. La première définition, nous la puisons d'un auteur qu'on appelle Pierre-Marie Dupuy, qui définit l'organisation internationale comme étant une entité créée par des États souverains ou d'autres acteurs du droit international dans le but de poursuivre des objectifs communs. Elle est généralement fondée sur un traité international et possède une structure institutionnelle permanente. Nous reprenons la définition proposée par l'auteur Pierre-Marie Dupuy. C'est qu'une organisation internationale est une entité créée par des États souverains ou d'autres acteurs du droit international dans le but de poursuivre des objectifs communs. Elle est généralement fondée sur un traité international et possède une structure institutionnelle permanente. Il y a un autre auteur qui est Jean Combaco et Serge Sûr. Dans leur ouvrage de droit international public paru en 2022, on définit l'organisation internationale comme étant un groupement d'États créé par un traité et doté d'un appareil permanent d'organes, chargé de poursuivre la réalisation d'objectifs d'intérêt commun au moyen d'une coopération entre ses membres. Ensuite, un troisième auteur, qui est René Jean Dupuy, dans son ouvrage intitulé « La communauté internationale entre le mythe et l'histoire », paru en 1986, a défini l'organisation internationale comme étant des institutions de coopération interétatique créées pour organiser et réguler les relations entre leurs membres sur des bases volontaires, bien que certaines puissent acquérir des compétences contraignantes. Là, nous venons de voir trois définitions différentes que des auteurs ont retenues pour la notion d'organisation internationale. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est d'analyser en détail chacune de ces définitions pour que vous puissiez comprendre les éléments qui entrent dans la formation de ces définitions. Nous allons voir en tout premier lieu chacune de ces définitions pour que vous puissiez comprendre les éléments qui entrent dans la formation de ces définitions. Nous allons voir en tout premier lieu la définition proposée par l'auteur Pierre-Marie Dupuy. Dans sa définition, nous allons essayer de retrouver d'abord des mots-clés. Quels sont les mots-clés qu'on retrouve dans cette définition? En premier lieu, nous voyons la notion d'accord international. Ensuite, des organes permanents. Après, on voit la notion de personnalité juridique. Et enfin, les compétences effectives. Voici les différents mots-clés qu'on peut retrouver dans la première définition de la notion d'organisation internationale qui est proposée par l'auteur Pierre-Marie Dupuy. Donc, en ce sens, on peut dire, à partir de ces mots-clés,
que cette définition met l'accent sur les aspects juridiques d'une organisation internationale. Donc, c'est-à-dire, pour l'existence, pas vrai, d'une organisation internationale, il faut que cette organisation ait une portée juridique. L'accent est mis aussi sur la nécessité d'un traité international comme fondement de cette base juridique. Comme nous allons voir en détail plus tard, dans le cadre de cette intervention, que pour l'existence d'une organisation internationale, il faut que cette organisation, pas vrai, est créée à partir d'un traité. Et s'il n'existe pas de traité, de façon générale, on verra, on ne pourra pas parler d'organisation internationale. Donc, en d'autres termes, c'est le traité international qui va donner naissance, pas vrai, à l'organisation internationale. Toujours dans le cadre de l'analyse de cette définition, on peut dire que la personnalité juridique de l'organisation est soulignée. C'est-à-dire, si l'organisation n'a pas de personnalité juridique, cela signifie que l'organisation n'existe pas. En d'autres termes, cette personnalité juridique signifie que l'organisation peut agir indépendamment de ses États membres. Nous verrons que lorsqu'on parle d'organisation internationale, il n'y a que les États qui peuvent constituer des membres au sein de cette organisation. En ce sens, des acteurs privés, des sujets de droit privés ne peuvent pas vrai, créer une organisation internationale. Et en dernier point, toujours dans le cadre de l'analyse de cette définition, nous voyons que la notion de compétence effective indique que l'organisation internationale doit avoir une réelle capacité d'action. Maintenant, sur la base de cette définition, nous pouvons prendre des exemples. Par exemple, lorsqu'on prend le cas de l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en tant qu'organisation des Nations Unies, justement, possède une personnalité juridique qui lui est propre. Et cette organisation peut agir indépendamment de ses États membres, notamment en concluant des accords avec d'autres acteurs internationaux. Donc, c'est une vision normative et institutionnelle de l'organisation internationale. C'est une entité légale dotée d'une structure propre et de pouvoirs définis. Au fur et à mesure qu'on avancera dans le cadre du cours, nous aurons à étayer d'autres exemples pour vous permettre de mieux appréhender les divers points qui seront abordés. Prenons maintenant le cas de la deuxième définition proposée par les auteurs Jean Combaco et Serge Sur. Nous allons retrouver des mots-clés émanant de cette définition. En fait, de la définition proposée par ces 10 auteurs. Les mots-clés, nous trouvons des groupements d'États, traités, appareils permanents d'organes, et enfin coopération. Voici les différents mots-clés qu'on retrouve dans la définition proposée par ces auteurs. Donc on peut dire à partir de cette définition que les auteurs insistent sur l'organisation institutionnelle de l'organisation internationale. Et cette définition aussi met l'accent sur la présence d'un appareil permanent d'organes, ce qui différencie une organisation internationale d'une simple coalition d'États. En ce sens, des États peuvent se mettre ensemble pour former une coalition, mais cette coalition
ne sera pas considérée comme étant une organisation internationale. Parce que pour qu'il y ait organisation internationale, il faut que cette structure comporte des organes permanents qui sont chargés de mettre en œuvre les objectifs et intérêts de l'organisation internationale. Et en dernier point, comme mot-clé, on parlait de la coopération. La coopération est centrale en ce sens qu'une organisation internationale est un cadre qui facilite la concertation entre États. Je reprends, la coopération, c'est essentiel pour une organisation internationale. C'est un cadre qui va faciliter la concertation entre États. Cette définition, on peut prendre des exemples. Par exemple, l'Organisation mondiale du commerce dispose d'organes comme le Conseil général et le secrétariat qui assurent la coopération entre les États membres dans le domaine du commerce international. Donc vous voyez que pour que l'organisation internationale soit considérée comme telle, il faut nécessairement que l'organisation comporte des organes permanents qui sont chargés de mettre en œuvre les objectifs et les intérêts poursuivis par l'organisation. Et dans le cas de l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce par exemple, nous voyons que cette organisation dispose d'organes tels que le Conseil général et le secrétariat. Enfin, nous allons poursuivre avec l'analyse des définitions. La troisième définition qui était tirée de l'auteur René Jean Dupuy. Dans sa définition, on peut retrouver des mots-clés tels que la coopération interétatique, la régulation, les bases volontaires, les compétences contraignantes. Maintenant, si on analyse par vrai sa définition, on peut voir que cette dernière met en avant la fonction de l'organisation internationale comme un outil de régulation des relations entre les États. Aussi, dans cette définition, elle introduit l'idée que certaines organisations internationales peuvent acquérir des compétences contraignantes, ce qui les rapproche d'une forme de gouvernance internationale. C'est-à-dire que certaines organisations pourront prendre des décisions qui seront imposables aux États membres. Et enfin, toujours tiré de cette définition, l'accent est mis sur le rôle évolutif des organisations internationales. Certaines restent de simples forums de discussion. Si on prend le cas, par exemple, le G7, qui constitue le groupe des 7 grandes puissances du monde, le G7 ne forme pas une organisation internationale. Pourquoi? Parce que d'une part, le G7 n'a pas d'organe permanent. D'autre part, le G7 n'est pas formé à partir d'un traité. Donc, ce sont juste des États qui se sont mis ensemble pour contrôler la puissance politique et probablement des fois militaire sur le plan international. Donc, le G7 en tant que tel ne forme pas une organisation internationale. Mais par contre, si on prend le cas de l'Union européenne, à travers sa cour, la cour de l'Union européenne, cet organe, en fait, l'Union européenne est une organisation internationale. Parce que l'Union européenne comporte non seulement des organes qui peuvent prendre des décisions à caractère
contraignant. Et justement, en termes d'exemple par rapport à cette définition, nous disons que l'Union européenne est une organisation qui a acquis des compétences contraignantes, notamment via la Cour de justice de l'Union européenne. En ce sens que cette Cour peut prendre des décisions qui condamnent un État par rapport à des dispositions préalablement fixées par la dite organisation. En ce sens, la Cour de justice de l'Union européenne peut sanctionner les États membres qui ne respectent pas les règles qui sont fixées par l'organisation internationale. Donc, nous voyons, en raison de cette définition, c'est une vision dynamique et pragmatique de l'organisation internationale. Cela constitue un outil de régulation qui peut évoluer selon les besoins des États et les circonstances internationales. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que il existe 3 approches de la notion de droit international suivant les différents auteurs. Suivant Pierre-Marie Dupuis, l'organisation internationale, c'est comme un sujet de droit international avec une personnalité juridique propre et des compétences définies. Suivant l'auteur Jean Combaco et Serge sur l'organisation internationale est considérée comme une structure d'organisation de la coopération interétatique dotée d'organes permanents. Et enfin, suivant René-Jean Dupuis, l'organisation internationale est considérée comme étant un instrument évolutif de régulation des relations internationales qui peut acquérir des pouvoirs contraignants. En conclusion, ces différentes approches permettent d'avoir une vision globale et nuancée des organisations internationales. Elles montrent que les organisations internationales ne sont pas uniquement des entités juridiques figées, mais qu'elles ont des structures et des fonctions qui évoluent en fonction des relations internationales. Toujours dans le module 1, nous allons poursuivre avec le deuxième point qui traite des critères juridiques d'identification d'une organisation internationale. Critères juridiques, dans le premier point, nous avions vu la définition, les différentes définitions proposées par les auteurs. Et dans le deuxième point, nous allons voir les critères juridiques d'identification d'une organisation internationale. Une organisation internationale n'est pas simplement une coopération informelle entre États. Elle répond à des critères spécifiques qui permettent de l'identifier et de la distinguer d'autres formes d'associations internationales comme les conférences diplomatiques, les organisations non gouvernementales ou encore les entreprises multinationales. Les principaux critères juridiques pour reconnaître une organisation internationale sont les suivants. Premier lieu, création par un traité international. C'est le critère prépondérant pour qu'on puisse savoir si on est en face d'une organisation internationale. Il faut l'existence d'un traité international qui a créé cette organisation internationale. En ce sens qu'une organisation internationale doit être fondée
par un accord formel entre plusieurs États, généralement sous la forme d'un traité international. Ce traité définit les objectifs, les compétences et les mécanismes de fonctionnement de l'organisation. Le traité peut prendre plusieurs formes, comme vous l'aviez appris en droit international public. Cela peut être une charte, cela peut être une convention, un accord, un statut, etc. Et contrairement aux ONG, les organisations non gouvernementales, qui sont créées par des acteurs privés, une organisation internationale nécessite l'intervention des États. En ce sens que des acteurs privés, des sujets de droit privés ne peuvent pas créer une organisation internationale. Il faut nécessairement l'existence des États. En ce sens, les membres d'une organisation internationale ne peuvent être que des États. Donc, en résumé, sur ce point, on peut dire que pour qu'on puisse parler d'organisation internationale, il faut que cette structure ait été créée par un traité. Et ensuite, les membres de cette organisation soient constitués d'États. En exemple de ce que nous venons de dire, l'Organisation des Nations Unies a été créée par la Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco en 1945. Ce document constitue le fondement juridique de l'organisation et établit ses organes tels que l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, etc. Deuxième exemple, on peut prendre l'Union africaine, qu'on appelle généralement l'UA. L'Union africaine a été fondée en 2001 par le traité de Durban, qui a remplacé l'Organisation de l'Unité africaine. Et on peut prendre un dernier exemple, qui est l'Organisation mondiale du commerce, communément appelée l'OMC. L'OMC a été créée par l'accord de Marrakech en l'année 1994, qui a remplacé le GATT et précisé ses compétences en matière de commerce international. Par contre, le G7, qui est le groupe des 7 grandes puissances économiques, n'est pas une organisation internationale, car il ne dispose sur aucun traité constitutif. Bien que le G7 est formé d'États, c'est un ensemble de 7 États qui forment le G7, mais le G7 ne peut pas être considéré comme étant une organisation internationale, par le fait qu'il n'existe aucun traité constitutif pour l'existence de cette structure qu'on appelle le G7. Il s'agit uniquement d'un forum informel où les chefs d'État discutent des grandes questions économiques mondiales. Nous venons de voir le premier critère qui caractérise par vrai l'existence de l'organisation internationale. En ce sens, il faut qu'il y ait un traité international et de manière sous-jacente que les membres de cette organisation internationale soient constitués d'États. Comme deuxième critère, il faut que l'organisation internationale possède une personnalité juridique internationale. Comme deuxième critère, nous disons, il faut que l'organisation internationale ait une personnalité juridique internationale. Qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, une organisation internationale doit avoir une personnalité juridique propre, ce qui signifie qu'elle existe
indépendamment des États membres. Et conséquemment, cette personnalité lui confère plusieurs capacités. Première capacité, c'est de pouvoir conclure des traités avec des États ou d'autres organisations. Deuxième capacité, c'est de pouvoir acquérir et posséder des biens immobiliers tels que des bureaux, des sièges, des infrastructures. Troisième capacité, c'est de pouvoir agir en justice et être poursuivi par devant les tribunaux. Et enfin, de pouvoir bénéficier d'une immunité diplomatique et fiscale dans certains cas. Donc, en ce sens, pour qu'une organisation internationale soit considérée comme telle, il faut qu'elle puisse jouir d'une personnalité juridique. Cette personnalité juridique va lui conférer normalement certaines capacités, telles que capacité de conclure des traités, d'acquérir et posséder des biens, de pouvoir agir en justice et rester en justice, et enfin de bénéficier de l'immunité diplomatique. Un exemple de ce deuxième critère qui est la possession d'une personnalité juridique, nous prenons le cas de l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies. L'ONU a une personnalité juridique propre et peut conclure des accords avec des États. C'est ainsi qu'en 1946, elle a signé un accord de siège avec les États-Unis qui garantit l'extraterritorialité de son siège à New York. Donc, ce qui a permis à l'ONU de pouvoir signer un accord avec les États-Unis lui habilitant à mettre son siège à New York, c'est par le fait justement que l'ONU, en tant qu'organisation internationale, possède, pas vrai, une personnalité juridique. Prenons le cas de l'Union européenne. Elle a une personnalité juridique depuis le traité de Maastricht de 1992. Elle peut signer des accords internationaux en son propre nom. Par exemple, l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur. Certains auteurs disent Mercosur, mais nous, en tant que francophones, nous disons Mercosur. Et en dernier exemple, nous avons le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Bien que n'étant pas une organisation internationale au sens strict, pourquoi nous disons ça? C'est parce que au CICR, il y a à la fois comme membres des États et il y a aussi à la fois des personnes, des acteurs privés. Et c'est pourquoi on vous dit, au sens strict de la définition d'organisation internationale, on ne peut pas considérer le Comité international de la Croix-Rouge comme étant une organisation internationale. Mais par contre, ce comité possède une personnalité juridique qui est reconnue, ce qui lui permet d'intervenir dans des conflits armés dans certains pays en guerre avec un statut particulier. Et nous revenons encore une fois sur le cas de G7 pour dire que le G7 n'est pas une organisation internationale parce que nous avions vu que le G7 ne possédait pas, en fait, n'était pas créé par un traité. Il n'y a pas un traité constitutif de cette structure qu'on appelle G7. Nous allons poursuivre avec les différents critères, pas vrai, qui caractérisent l'existence d'une organisation internationale.
En résumé, on peut dire que le premier critère que nous avions vu, c'était le critère de traité. En ce sens, une organisation internationale ne peut pas exister si toutes les fois un traité constitutif n'a pas établi l'existence de cette organisation internationale. Et conséquemment à cette question de traité, nous avions dit que les membres de cette organisation ne peuvent être que des États. Deuxième critère, nous avions vu antérieurement, nous avions vu que l'organisation internationale doit nécessairement avoir une personnalité juridique internationale. Et c'est cette personnalité juridique qui va la conférer par vrai un ensemble de capacités qui vont lui permettre de pouvoir agir sur le plan international. Et nous poursuivons maintenant avec le troisième critère pour l'existence d'une organisation internationale. C'est le critère de l'existence d'organes permanents. Une organisation internationale doit avoir une structure institutionnelle permanente avec des organes spécialisés qui assurent son fonctionnement régulier. Ces organes peuvent être soit délibératifs, par exemple si on prend le cas de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, qui est un organe délibératif. Ces organes peuvent être exécutifs, par exemple le Conseil de sécurité de l'ONU ou encore la Commission européenne pour l'Union européenne. Ces organes peuvent être administratifs, par exemple le cas du secrétariat de l'ONU. Et enfin, ces organes peuvent être judiciaires, par exemple la Cour internationale de justice et la Cour de justice de l'Union européenne. Nous allons essayer de prendre des exemples assez concrets pour vous permettre de mieux appréhender cette notion d'existence d'organes permanents. Prenons le cas de l'ONU. L'ONU possède plusieurs organes permanents, dont l'Assemblée générale, où tous les États membres votent des résolutions. Ensuite, nous avons le Conseil de sécurité, qui prend des décisions contraignantes sur la paix et la sécurité. Et enfin, nous avons le secrétariat général, qui gère l'administration de l'ONU. Donc, sur la base de l'existence de ces différents organes permanents, on peut établir clairement que l'ONU est considérée comme étant une organisation internationale. Donc, l'ONU possède des organes permanents qui peuvent être des organes à caractère délibératif, exécutif, administratif et judiciaire. Et si on prend le cas de l'Union européenne dispose d'un Parlement qui est un organe permanent au sein de cette organisation. L'Union européenne possède aussi des commissions, un conseil et une cour de justice qui fonctionne en permanence. Et nous allons prendre un autre exemple qui est la Banque mondiale. La Banque mondiale qui est considérée comme étant une organisation internationale. La Banque mondiale a un président. La Banque mondiale a un conseil des gouverneurs et un conseil d'administration qui supervise ses opérations en continu. Par contre, contrairement à ce que nous venons de dire, les conférences internationales, comme la conférence de Paris sur le climat, qu'on appelle généralement le COP 21, ne sont pas des organisations internationales, car elles n'ont pas d'organes permanents. Elles sont des événements ponctuels réunissant des États. Je reprends. L'un des critères
pour qu'on puisse parler d'organisation internationale, il faut que cette organisation ait des organes permanents. Nous venons de voir avec l'Organisation des Nations Unies qui possède divers organes permanents. Nous avions vu aussi avec l'Union européenne qui possède la Cour, qui possède les commissions, qui possède aussi le Parlement, qui possède le Conseil de l'Union européenne. Tout ça, ce sont des organes permanents. Mais par contre, les conférences internationales, telles que la conférence de Paris sur le climat, n'est pas une organisation internationale. Parce que justement, cette structure ne comporte pas d'organes permanents en son sein. Et quatrième critère qui nous permet d'identifier une organisation internationale, c'est sa capacité d'agir sur la scène internationale. En ce sens que une organisation internationale doit pouvoir prendre des décisions et influencer les relations internationales. Elle doit disposer d'une autonomie dans ses actions, indépendamment des décisions internes de chaque État membre. Cette capacité varie selon les organisations. Certaines ont un simple rôle consultatif et d'autres ont un pouvoir de décision contraignant. Nous allons prendre des exemples concrets pour expliquer, pour étayer de préférence cette notion de capacité d'agir sur le plan international. Prenons le cas du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce conseil peut adopter des résolutions contraignantes comme la résolution 1973-2011 qui a autorisé l'intervention militaire en Libye. Une fois que cette décision était arrêtée, même lorsque certains États contestaient cette décision, mais l'intervention a eu lieu. Pourquoi? Parce que le Conseil de sécurité de l'ONU, justement l'ONU en tant qu'organisation internationale, exerce sa capacité d'agir sur la scène internationale. Voici pourquoi cette décision qui a été arrêtée dans le cas de l'intervention militaire en Libye a été effective. Deuxième exemple concret qu'on peut prendre, c'est l'exemple de l'Organisation mondiale du commerce qu'on appelle l'OMC. L'OMC peut sanctionner les États qui violent ces règles via son organe de règlement des différends. Donc, c'est-à-dire les États membres au sein de l'OMC, si un de ces États viole les règles préalablement établies par cette organisation, l'organisation a la capacité d'agir, de sanctionner l'un de ses membres. Et enfin, nous prenons le cas de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, qui est un organe qui se retrouve au sein de l'ONU, cette Cour peut juger des individus pour crimes de guerre indépendamment des décisions de leurs États. Donc voici, en deux termes concrets, par des exemples concrets, la notion de capacité d'agir d'une organisation internationale, justement, sur la scène internationale. Mais par contre, il y a toujours des exceptions aux règles préalablement établies. L'Organisation internationale de la francophonie, qu'on appelle OIF, n'a pas de pouvoir contraignant. Elle peut émettre des recommandations, mais elle ne peut pas imposer de sanctions à ses membres. Donc, c'est pour vous dire que l'Organisation internationale de la francophonie
bien qu'elle existe comme étant une organisation internationale, mais ne peut exercer de pouvoir contraignant à l'égard de ses membres. Donc, pour conclure, une organisation internationale est une entité créée par un traité international disposant d'une personnalité juridique propre, d'organes permanents et d'une capacité d'agir sur la scène internationale. En ce sens, premier critère que nous avions vu, c'est le critère de la création par un traité. Deuxième critère, c'est le critère de la personnalité juridique. Troisième critère, c'est le critère de l'existence des organes permanents. Et quatrième critère, c'est l'existence de la capacité d'action, de la capacité d'agir sur la scène internationale. C'est ainsi que ces critères permettent de distinguer une véritable organisation internationale des autres formes de coopération internationale. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Nous allons nous revoir sous peu pour le deuxième point qui traitera de l'origine, de l'évolution des organisations internationales. À tout de suite. Nous allons poursuivre avec le deuxième chapitre, à vrai, du module 1, qui n'est autre que l'origine et évolution des organisations internationales. Donc, les organisations internationales, nous allons le voir, sont le fruit d'une longue évolution historique marquée par la nécessité des États de coopérer face à des défis communs. En d'autres termes, face aux différents problèmes retrouvés sur le plan international, les États ont eu pour impérieuse obligation de coopérer pour pouvoir faire face à ces différentes difficultés. Ainsi, leur développement s'est fait en plusieurs étapes, allant des alliances informelles aux institutions complexes que nous connaissons aujourd'hui. Les premières formes de coopération interétatique qu'on peut citer, c'est qu'avant le 19e siècle, les États coopéraient principalement par le biais d'alliances militaires, de traités de paix et d'unions dynastiques. Ces formes de coopération étaient limitées, temporaires et souvent centrées sur la guerre et la diplomatie. Après, on va retrouver ou encore des confédérations et des alliances. Prenons le cas au 5e siècle de la Ligue de Délos, qui était une alliance entre cités grecques menée par Athènes pour lutter contre l'Empire perse. Ensuite, on a eu le Saint-Empire romain germanique aux alentours du Xe siècle, qui était un regroupement d'États sous une même autorité impériale, mais sans véritable centralisation. En 1648, nous allons voir l'apparition du congrès du Westphalie. Il met fin à la guerre de 30 ans et établit le principe de souveraineté des États, fondement du droit international moderne. Ensuite,
il y a eu la période des congrès et des conférences diplomatiques, telles que le congrès de Vienne en 1815, qui est organisé après la chute de Napoléon. Il établit le Concert européen, un système de réunions régulières entre grandes puissances pour garantir l'équilibre des forces en Europe. Ces premières tentatives de coopération étaient temporaires, fondées sur des traités et des accords ad hoc. Elles ne donnaient pas naissance à des institutions permanentes. Nous reprenons encore une fois. Il y a eu tout un ensemble de balbutiements qu'on a pu remarquer sur le plan international à travers les temps avant d'arriver à cette forme d'organisation internationale que nous connaissons aujourd'hui. Prenons le cas du congrès de Vienne de 1815. Nous avions dit que c'était un congrès qui était organisé après la chute de Napoléon, où l'Europe a essayé de mettre en place un système entre les grandes puissances en vue de garantir l'équilibre des forces des différents pays européens. Donc, en termes clairs, nous pouvons dire à nouveau que ces premières tentatives de coopération étaient temporaires, fondées sur des traités et des accords ad hoc. Elles ne donnaient pas encore naissance, pas vrai, à des institutions telles que nous les connaissons aujourd'hui. Aussi, à travers le temps, à travers les siècles, les années, disons, on a pu voir l'émergence de certaines organisations techniques et réglementaires. Tel a été le cas de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, qui a pris naissance en 1815, qui est la première forme d'organisation intergouvernementale chargée de la régulation du transport fluvial sur le Rhin. Et ensuite, on a vu l'apparition de l'Union télégraphique internationale en 1865 et l'Union postale universelle en 1874. Ces structures harmonisaient les télécommunications et les échanges postaux internationaux. Et en 1907, on a vu l'apparition de l'Office international d'hygiène publique, qui est considéré comme étant le précurseur de l'OMS, qui est aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. Cette structure créée en 1907, à savoir l'Office international d'hygiène publique, visait à lutter contre les pandémies qui sévissaient dans cette période. Ces organisations, nous disons, se focalisent sur des enjeux techniques et économiques et sont les premières à disposer de structures permanentes. Après, entre 1919 et 1946, va exister une organisation internationale dénommée la Société des Nations, appelée SDN. Après la Première Guerre mondiale, la nécessité d'un système collectif pour garantir la paix était évidente, parce que le monde ne voulait pas retomber à nouveau dans une guerre mondiale, ce qui a causé des pertes énormes, tant matérielles qu'en vies humaines. C'est pourquoi les États se sont mis ensemble pour créer la Société des Nations afin d'éviter une éventuelle prochaine guerre mondiale. C'est ainsi que la création de la SDN est instituée par le traité de Versailles en 1919. Le but principal poursuivi par la Société des Nations, pas vrai, c'est de prévenir les conflits et de promouvoir la démocratie. En d'autres termes, on voulait éviter à ce qu'une nouvelle guerre mondiale puisse éclater
entre les différents États dans le monde. Nous voyons que la Société des Nations comportait des organes, principalement 3 organes. Premièrement, il y avait l'Assemblée générale qui avait une portée délibérative. Ensuite, il y avait le Conseil qui prenait les décisions exécutives. Et enfin, pour organiser tout ça, il y avait le secrétariat. Mais, on va voir en 1946, il va y avoir un échec et ce qui va conduire à la dissolution de la Société des Nations. L'absence des États-Unis et l'incapacité à empêcher la Seconde Guerre mondiale mènent à la dissolution de la SDN en 1946. Et malgré son échec, la SDN pose les bases du multilatéralisme et inspire la création de l'Organisation des Nations Unies, communément appelée l'ONU. Nous allons aussi voir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en d'autres termes après 1945, on va voir la prolifération de certaines organisations sur le plan international. C'est ainsi qu'après cette guerre, la communauté internationale va mettre en place des organisations aux compétences élargies avec des pouvoirs contraignants, à savoir la capacité de pouvoir imposer certaines décisions à l'ensemble des États membres de ces dites organisations. Premièrement, nous allons voir une première catégorie d'organisations qu'on appelait les institutions universelles. Tel est le cas de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui a pris naissance en 1945, créée par la Charte des Nations Unies signée à San Francisco. Les objectifs poursuivis par cette nouvelle organisation mondiale, premièrement, c'est de maintenir la paix, de promouvoir les droits de l'homme, de favoriser la coopération internationale. Et ensuite, doté d'organes puissants tels que le Conseil de sécurité. Autre organisation qui a vu naissance pendant cette période, particulièrement entre 1944 et 1945, il y a eu les institutions de Bretton Woods, telles que les Fonds monétaires internationaux, communément appelés FMI, qui a pour objectif en réalité la stabilisation financière internationale. Ensuite, il y a eu la Banque mondiale, qui a pour objectif de financer le développement économique des États. Et ensuite, il y a eu l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui a remplacé l'ancien GATT, qui était là pour réguler le commerce mondial. Donc, ces organisations assurent une gouvernance mondiale en matière politique, en matière économique et en matière sociale. Aussi, au cours du 20e et 21e siècle, on va avoir une multiplication d'organisations internationales et aussi une spécialisation de l'ensemble de ces organisations. C'est ainsi qu'à partir de 1950, on assiste à une diversification des organisations internationales qui deviennent plus spécialisées et régionales. D'autres catégories qu'on va retrouver à part les institutions universelles, on va voir l'apparition d'organisations régionales, telles que l'Union européenne. L'Union européenne qui a vu naissance en 1992 en remplacement de la Communauté économique européenne.
les objectifs poursuivis par l'Union européenne, c'est l'intégration économique et politique unique des différents États européens et aussi la création d'une monnaie commune appelée l'euro et d'institutions supranationales telles que des commissions et la Cour de justice de l'Union européenne. Prenons le cas de la Cour de justice de l'Union européenne, nous avions vu que c'était un organe qui a un caractère contraignant, c'est-à-dire qui peut imposer des sanctions à l'ensemble des États membres qui auraient soit violé ou ne pas respecté une disposition préalablement établie par l'Union européenne. Comme autre organisation régionale, nous avons l'Union africaine, qu'on appelait l'UA, qui a remplacé en 2001 l'organisation de l'Union africaine. Donc les buts poursuivis par l'UA, c'est le renforcement de l'intégration africaine à des organes comme le Parlement panafricain. Autre organisation régionale qui a pris naissance, c'est l'ASEAN. L'ASEAN qui est l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, qui a vu le jour en 1967, dont le but est la coopération économique et politique en Asie du Sud-Est. Donc, en ce sens, les organisations internationales deviennent des acteurs incontournables de la gouvernance régionale. Donc, le monde fait face à des nouveaux défis et transformations. C'est pourquoi, au XXIe siècle, les organisations internationales font face aussi à de nouveaux défis qui modifient leur fonctionnement. Les fonctionnements antérieurs, en raison de l'évolution de la société, va faire que certaines organisations vont essayer de réadapter leurs objectifs, de réadapter leur façon de faire sur le plan international en raison de cette nouvelle donne auquel elles font face plutôt sur le plan international. C'est ainsi qu'il y a eu des crises et des remises en question. Par exemple, le cas de la crise de l'ONU par la paralysie du Conseil de sécurité face au conflit en Syrie. Et aujourd'hui, nous pouvons le vivre dans le cas de l'Ukraine. Par exemple, l'ONU n'a pas adhéré, pas vrai, à la guerre en Ukraine. Mais pourtant, nous voyons que la guerre continue entre la Russie et l'Ukraine. Donc, cela présente une forme de paralysie du Conseil de sécurité. Ensuite, nous voyons qu'il y a des contestations du multilatéralisme. Il y a une montée du nationalisme. Prenons le cas très précis, le cas du Brexit. Le Brexit où l'Angleterre a décidé de sortir de l'Union européenne. Nous voyons aujourd'hui encore des tensions existantes entre les États-Unis et la Chine, surtout avec l'avènement de ce nouveau gouvernement, de cette nouvelle présidence aux États-Unis. Cela crée des tensions entre les États-Unis et la Chine. Il y a aussi des réformes de la gouvernance mondiale, des appels à démocratiser des institutions, tels qu'on réclame la réforme au niveau du Fonds monétaire international, et aussi certains États, qu'on appelle des États émergents, réclament l'élargissement, pas vrai, du Conseil de sécurité au sein de l'ONU. Donc, les organisations internationales évoluent pour répondre aux défis contemporains, mais font face à des résistances politiques et des mutations profondes. Donc, en conclusion de tout ce que nous venons de dire, on peut établir que les organisations internationales sont donc des acteurs en constante mutation, évoluant, suivant
les enjeux mondiaux et les volontés des États. Et c'est essentiel cette notion qu'il faut retenir. Nous reprenons pour dire que les organisations internationales sont donc des acteurs en constante mutation, évoluant selon les enjeux mondiaux et les volontés des États. Merci de votre attention. Nous allons poursuivre sous peu avec le 3e chapitre du module 1. Nous allons poursuivre avec le chapitre 3, qui est le chapitre traitant des principes fondamentaux des organisations internationales. En ce sens que les organisations internationales fonctionnent sur la base de principes fondamentaux qui régissent leur existence, leur fonctionnement et leurs relations avec les États membres. Ces principes garantissent la légitimité, la stabilité et l'efficacité des organisations internationales dans l'ordre international. Ils sont principalement issus du droit international et des statuts constitutifs des organisations internationales elles-mêmes. Donc nous allons voir la notion du principe de la personnalité juridique internationale. En ce sens qu'une organisation internationale doit avoir, comme on l'avait vu précédemment, une personnalité juridique pour exister en tant qu'acteur autonome du droit international. Quelle est la portée de ce principe qui est le principe de la personnalité juridique? La personnalité juridique internationale signifie que l'organisation a la capacité, premièrement, de conclure des traités avec d'autres organisations internationales ou États. 2. De posséder un patrimoine qui lui soit propre. Et 3. D'agir en justice devant les juridictions internationales. Donc, en termes d'exemple concret de cette notion qu'on essaie d'approfondir, c'est qu'en 1949, l'ONU a engagé un procès contre Israël pour obtenir réparation après l'assassinat du médiateur de l'ONU, le comte Folke Bernadotte. La Cour internationale de justice donc a reconnu la personnalité juridique de l'ONU, confirmant son droit d'engager une action en justice. C'est l'avis consultatif de 1949. L'autre exemple qu'on peut prendre, c'est le cas de l'Union européenne, qui a la personnalité juridique, ce qui lui a permis de conclure des accords internationaux avec des pays tiers. Exemple, accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud de 2011. Donc, toutes les organisations internationales n'ont pas le même degré de personnalité juridique. Certaines, comme l'ONU, ont une capacité d'action très large, tandis que d'autres, comme l'OCDE, ont une capacité assez limitée. Maintenant, rapidement, nous allons voir le principe de la souveraineté des États membres. Les organisations internationales sont créées par des États souverains qui décident de leur confier certaines compétences. Rappelez-vous que une organisation internationale est créée par des États. C'est l'État qui décide de conférer, pas vrai, certaines compétences à l'organisation internationale. Si l'État n'adhère pas,
Une organisation nationale ne peut pas imposer, quelle que soit la décision, à un État qui n'a pas adhéré à cette organisation internationale. Donc, c'est l'État en soi qui confère, qui attribue certaines compétences à l'organisation internationale. En ce sens, elles ne peuvent pas, en principe, imposer des obligations aux États sans leur consentement. C'est l'État qui doit d'abord consentir à se soumettre à une organisation internationale, par le fait, bien sûr, d'être membre de cette organisation internationale. Donc, de ce principe de souveraineté des États membres découle un principe d'ordre qui est le principe de l'accord des États. Une organisation internationale ne peut fonctionner que dans le cadre des pouvoirs que ses États membres lui ont attribués. Ce sont les États qui attribuent à l'organisation internationale certaines compétences. Et c'est en raison de cette adhésion que l'État va se soumettre aux dispositions, aux décisions prises par cette organisation internationale. Et aucun État ne peut être contraint d'adhérer ou d'appliquer une décision de l'organisation internationale s'il n'a pas donné son accord. C'est ce qu'on appelle le principe du consensualisme. Je reprends. Aucun État ne peut être contraint d'adhérer ou d'appliquer à une décision de l'organisation internationale s'il n'a pas donné son accord. C'est le fameux principe du consensualisme. Prenons des exemples pour permettre de mieux comprendre cette question de souveraineté des États membres. La Charte des Nations Unies, en son article 2 et paragraphe 1, stipule que l'ONU repose sur l'égalité souveraine de ses membres. C'est-à-dire, les membres sont souverains et les membres aussi sont égaux. L'ONU ne peut intervenir dans les affaires internes d'un État sans son consentement. C'est ce qu'on appelle le principe du consensualisme. Je reprends. L'ONU ne peut intervenir dans les affaires internes d'un État sans son consentement. Sauf, bien sûr, il y a des exceptions, sauf en cas de menace à la paix internationale. Par exemple, résolution du Conseil de sécurité en cas de génocide. L'ONU ne peut pas intervenir dans les affaires internes d'un État sans son consentement, à l'exception du cas de menace à la paix internationale. Prenons encore un autre exemple. Dans l'Union européenne, les États ont volontairement transféré des compétences à cette organisation. Ce sont les États qui transfèrent leurs compétences et s'assujettit à cette organisation. Par exemple, la politique monétaire gérée par la Banque centrale européenne. Ce sont les États européens qui ont attribué à cette banque, qui est la Banque centrale européenne, la compétence de gérer la politique monétaire de l'ensemble des États de l'Union européenne. Mais les États gardent leur souveraineté et peuvent quitter l'organisation. Tel a été le cas du Brexit en 2020. Ce principe est un équilibre, ce principe de souveraineté, c'est un équilibre entre coopération internationale et respect des prérogatives des États. Je reprends, ce principe de souveraineté que nous venons de voir, c'est un principe qui vise à trouver un équilibre entre la coopération internationale et le respect des prérogatives des États. Nous allons poursuivre avec un autre principe, c'est le principe de la spécialité des organisations internationales. Une organisation internationale ne peut agir que dans les domaines pour lesquels elle a été créée.
une organisation internationale ne peut agir que dans les domaines pour lesquels elle a été créée. Elle n'a pas de compétence générale, contrairement à un État. C'est-à-dire, l'organisation ne peut intervenir qu'exclusivement dans les domaines qui sont prévus dans son acte constitutif, dans le traité qui a constitué l'existence de cette organisation. Donc, une organisation internationale n'a pas une compétence générale et ne peut pas intervenir dans tous les domaines comme bon lui semble. Cette prérogative est réservée exclusivement qu'aux États qui ont une compétence générale. Donc, de ce fait, il y a une délimitation des pouvoirs des OIE. Les organisations internationales n'ont pas une compétence générale, n'ont pas un pouvoir, ne peuvent exercer un pouvoir illimité. C'est ainsi que chaque organisation internationale est créée pour répondre à un besoin spécifique. Chaque organisation internationale est créée pour répondre à un besoin spécifique. Ses compétences sont limitées par son traité constitutif. C'est-à-dire l'acte constitutif créant l'organisation internationale, cet acte délimite le champ de compétences, les champs d'intervention de l'organisation internationale. Donc, en ce sens, l'organisation internationale ne peut intervenir que dans les champs qui sont prévus et fixés par son traité constitutif. Par exemple, si on prend le Fonds monétaire international, ce fonds ne peut intervenir que dans le domaine monétaire et financier. Il ne peut pas imposer des règles sur l'environnement, par exemple, ou sur les droits de l'homme. C'est-à-dire, il y a une limitation qui est prévue dans son acte constitutif. Le champ dans lequel il ne peut intervenir, c'est uniquement dans le champ monétaire et financier. Un autre exemple, si on prend le cas de l'Organisation mondiale de la santé, cette organisation ne s'occupe que des questions sanitaires mondiales. Par exemple, lutter contre la pandémie du COVID-19. Elle ne peut pas, par exemple, adopter des règles sur la défense ou sur la fiscalité internationale. Donc, en résumé, on peut dire, en termes de délimitation des pouvoirs des organisations internationales, une organisation internationale ne peut pas sortir de son cadre sans une révision de son traité fondateur. L'acte constitutif qui est le traité délimite les pouvoirs de l'organisation internationale. Donc, en ce sens, si l'organisation veut élargir son champ d'intervention, il doit nécessairement reviser, par vrai, son acte constitutif qui est son traité fondateur. Nous poursuivons toujours avec les principes qui gouvernent, par vrai, les organisations internationales. Il y a le principe d'égalité souveraine des États membres. Le principe d'égalité souveraine des États membres. Toutes les organisations internationales reposent sur l'égalité entre leurs États membres, quel que soit leur poids économique ou leur influence politique. Reprenons, c'est clair et simple. Toutes les organisations internationales reposent sur l'égalité entre leurs États membres, quel que soit leur poids économique ou leur influence politique. Voyons le cas de l'égalité de droit entre les différents membres d'une organisation internationale. Tous les États membres ont un droit égal de participation aux décisions. Je reprends. Tous les États membres ont un droit égal de participation aux décisions. Ce principe est inscrit dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies
en son article 2, paragraphe 1er. Prenons un exemple concret, prenons deux exemples, disons, de préférence. Il y a le cas de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Chaque État membre dispose d'une voix, qu'il s'agisse des États-Unis, qu'il s'agisse de l'Espagne, qu'il s'agisse d'Haïti ou d'un petit État comme le Luxembourg. Chaque État membre dispose d'une voix. Prenons le cas de l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce, qui a un système de vote. Donc, l'Organisation mondiale du commerce applique un système de décision basé sur le consensus garantissant l'égalité formelle des États. Chaque État, pas vrai, possède une voix. Il n'y a pas d'État qui soit supérieur à un autre État. Tous les États, sur le plan international, en matière d'organisation internationale, tous les États sont égaux. Toutefois, dans certaines organisations internationales, ce principe est nuancé par des mécanismes de pondération des votes. Il y a un bémol à apporter au principe général d'égalité souveraine des États membres. Dans certaines organisations, ce principe est quelque peu nuancé par des mécanismes de pondération des votes. Il y a aussi le principe du respect des engagements internationaux. Vous connaissez cet adage latin qui dit pacta sunt servanda. En ce sens, si on s'est engagé à un acte, on a pour obligation de respecter cet acte. C'est le principe du respect des engagements internationaux. Donc, une organisation internationale et ses membres doivent respecter les engagements pris en vertu du traité constitutif de l'organisation. Je reprends, une organisation internationale et ses membres doivent respecter les engagements pris en vertu du traité constitutif de l'organisation. Obligation de respect des décisions, c'est extrêmement important. Si une organisation internationale a pris une décision, les États membres ont pour obligation de respecter cette décision prise. C'est ainsi que lorsqu'un État adhère à une organisation internationale, il s'engage à respecter ses règles et ses décisions. Exemple, l'Union européenne et la Cour de justice de l'Union européenne, ce qu'on appelle CJUE, les États membres doivent appliquer les règlements et directives de l'Union européenne. Et en cas de non-respect, la Cour de justice peut sanctionner les États. Par exemple, il peut appliquer à des États des amendes, etc. Tel a été le cas contre la Pologne pour non-respect de l'État de droit. Autre exemple qu'on peut prendre, c'est l'ONU et ses résolutions du Conseil de sécurité. Les résolutions du Conseil de sécurité sont obligatoires pour les États membres. Par exemple, il y a le cas des sanctions économiques prises contre l'Iran. Il y a le cas aussi qu'on peut prendre, le cas des sanctions prises contre Haïti lors de l'embargo. En ce sens, on peut conclure que le non-respect des engagements peut entraîner des sanctions, voire même l'expulsion de l'État membre de l'organisation internationale. Je reprends, le non-respect des engagements peut entraîner des sanctions, voire même l'expulsion d'un État membre de l'organisation internationale. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que
Ces principes garantissent le bon fonctionnement des organisations internationales tout en préservant l'équilibre entre coopération et souveraineté des États. Je reprends. En conclusion, on peut dire que ces principes garantissent le bon fonctionnement des organisations internationales tout en préservant l'équilibre entre coopération et souveraineté des États. Nous allons poursuivre avec le 4e chapitre qui est la typologie des organisations internationales. Nous allons poursuivre avec le 4e chapitre qui s'intitule Typologie des organisations internationales. Disons que les organisations internationales ne sont pas toutes identiques. Elles se distinguent de par leurs objectifs, de par leur composition, leur champ d'action et leur fonctionnement. Cette typologie permet de mieux comprendre les rôles variés qu'elles jouent dans les relations internationales. Ainsi, nous allons voir qu'il y a une classification qui est faite des organisations internationales. La première classification qu'on peut retrouver, c'est une classification suivant l'adhésion des membres. C'est ce qu'on entend par les organisations internationales universelles. Ces organisations internationales sont ouvertes à tous les États du monde, indépendamment de leur situation géographique, économique ou politique. Par exemple, le cas de l'Organisation des Nations Unies. Rappelez-vous, c'est une organisation qui est fondée en 1945. Elle regroupe aujourd'hui 193 États membres. Ses missions: maintien de la paix. Elle a une mission de coopération économique et sociale. L'organisation a une mission de protection des droits de l'homme, etc. C'est le premier exemple d'une organisation internationale universelle. Nous pouvons prendre un autre exemple, c'est le cas de l'Organisation mondiale du commerce, qu'on appelle l'OMC. L'OMC a été créée en 1995. Elle compte 164 États membres. Ses objectifs, c'est de réglementer le commerce mondial et résoudre les conflits commerciaux sur le plan international. Donc, nous voyons qu'il y a une forme d'universalité de ces types d'organisations. Donc, cette universalité permet à ces organisations d'avoir un impact global et une reconnaissance internationale. Deuxième classification qu'on retrouve, ce sont les organisations internationales régionales. Ces organisations internationales sont limitées à une zone géographique spécifique et visent à renforcer la coopération entre États d'une même région. Par exemple, l'Union européenne. L'Union européenne est fondée en 1957 avec le traité de Rome. Aujourd'hui, elle compte 27 États. Ses objectifs sont l'intégration économique et politique en Europe. Autre exemple qu'on peut prendre, c'est l'Union africaine, appelée dans le temps Organisation de l'Union africaine. Cette organisation a été créée en 2001. Disons, l'Union africaine a été créée en 2001 en remplacement de l'Organisation de l'Unité africaine.
Aujourd'hui, l'Union africaine comporte 55 États membres. Ses missions, c'est surtout l'unité et l'intégration africaine, la paix et la sécurité, et enfin le développement économique de l'Afrique. Ces organisations régionales sont plus adaptées aux défis locaux, mais elles restent influencées par les dynamiques mondiales. On retrouve aussi une autre classification, cette fois-ci basée sur les missions et les objectifs. Prenons le cas des organisations internationales générales. Ces organisations internationales ont un large champ d'action couvrant plusieurs domaines de coopération entre États. Par exemple, prenons le cas de l'Organisation des Nations Unies. Son mandat couvre la paix et la sécurité, le développement économique, les droits de l'homme, l'environnement, etc. Elle comprend plusieurs agences spécialisées telles que l'OMS, l'UNESCO, la FAO, etc. Autre exemple que vous pouvez prendre, c'est l'Organisation de coopération islamique, qu'on appelle l'OCI. Cette organisation a été créée en 1969. Elle regroupe 57 États musulmans. Ses objectifs, c'est de promouvoir la solidarité entre pays musulmans et défendre les intérêts du monde islamique. Ces organisations sont polyvalentes et influencent divers aspects des relations internationales. Il y a une autre catégorie, une autre classification d'organisations internationales qui sont les organisations internationales spécialisées. Elles se concentrent sur un domaine précis de coopération. Exemple, il y a l'Organisation mondiale de la santé, qui est fondée en 1948. Sa mission, c'est d'améliorer la santé publique mondiale. L'exemple que nous avions pris antérieurement, c'est le cas de la lutte contre le Covid-19. Autre type d'organisation qu'on peut prendre en exemple d'organisation internationale spécialisée, c'est le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international a été créé en 1944. Son objectif, c'est de stabiliser le système monétaire international et aider les pays en crise financière. Ces organisations, en fait, jouent un rôle clé dans la gestion des problèmes globaux spécifiques. Donc, nous reprenons succinctement ce dernier point qui dit que ces organisations jouent un rôle clé dans la gestion des problèmes globaux spécifiques. Autre type de classification, c'est en raison du mode de fonctionnement. En raison du mode de fonctionnement, on peut retrouver des organisations internationales intergouvernementales. Je reprends. En raison du mode de fonctionnement, on peut retrouver les organisations internationales intergouvernementales. Elles sont fondées sur la coopération entre États sans transfert de souveraineté. C'est extrêmement important de comprendre la nuance. Ce sont des organisations qui ont une forme de coopération, entre les États, mais sans transfert de souveraineté. Exemple, l'Organisation des Nations Unies. Chaque État membre conserve son indépendance et participe aux décisions collectives. Autre exemple qu'on peut prendre aussi, c'est l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Elle fonctionne,
sur la base du consensus entre les États. Donc, les organisations internationales intergouvernementales respectent la souveraineté des États et nécessitent leur accord pour agir. Sans cet accord, l'organisation ne peut pas intervenir. Autre classification qu'on retrouve, c'est les organisations internationales supranationales. Les organisations internationales supranationales. Elles disposent, ces organisations, de pouvoirs contraignants et peuvent imposer des décisions aux États membres. Je reprends. Elles disposent de pouvoirs contraignants et peuvent imposer des décisions aux États membres. Par exemple, l'Union européenne. Avec la Cour de justice de l'Union européenne, cette dernière peut sanctionner un État qui ne respecte pas les règles de l'Union européenne. Les directives et règlements européens sont obligatoires pour les États membres. Ce type d'organisation internationale limite la souveraineté des États membres en échange d'une coopération beaucoup plus efficace. Et pour conclure, pour terminer, il y a la classification selon le nombre de membres. C'est ce qu'on entend par les organisations internationales ouvertes, où l'adhésion est libre sous réserve de certaines conditions. Tel est le cas, par exemple, de l'ONU. Les conditions d'adhésion sont fixées par l'article 4 de la Charte des Nations Unies. Autre exemple, aussi, il y a l'OMC, qui nécessite de respecter les règles du commerce international. Donc, on peut dire que ces organisations cherchent à élargir leur influence en intégrant au fur et à mesure de nouveaux membres. Par contre, il existe aussi des organisations internationales fermées. C'est-à-dire que l'adhésion au sein de ces organisations internationales est restreinte à certains États sur des critères précis. Tout un chacun ne peut pas adhérer à cette organisation internationale, puisque nous avions dit que cette structure est une structure fermée. Prenons l'exemple de l'OTAN, qui est l'Organisation des traités Atlantique Nord. C'est l'ensemble des pays européens, inclus les États-Unis d'Amérique, qui sont membres de l'OTAN. Aucun autre pays, en dehors de l'Europe, et à l'exception des États-Unis d'Amérique, ne peuvent y adhérer. À savoir que l'OTAN est réservée aux pays ayant un accord de défense commun entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Autre organisation internationale qui est considérée comme étant une organisation internationale fermée, c'est l'OPEP. C'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Haïti ne saurait prétendre à faire partie de l'OPEP parce que Haïti n'est pas un pays exportateur de pétrole. Donc, en ce sens, c'est une organisation qui est réservée exclusivement aux pays producteurs de pétrole. Ces organisations fonctionnent comme des clubs exclusifs où seuls certains États peuvent rentrer. Donc, en termes de conclusion, par rapport à cette question de typologie, nous disons que cette typologie montre que les organisations internationales sont conçues en fonction des besoins des États et des défis internationaux. Je reprends. Cette typologie montre que les organisations internationales sont conçues en fonction des besoins des États et des défis internationaux.